à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle manga lecture de la semaine. Oui, encore une fois, j'ai lu 6 mangas. Ouais, 6. Une semaine assez chargée quand même, côté lecture. Mais sans plus attendre, abonne-toi, like et commente. Et oublie pas que dans la description, je fais les timeskips pour justement pas spoiler le monde qui ne veulent pas entendre parler, disons, du tome que je viens de lire, puis qui n'ont pas lu encore. Ok? Donc, n'oubliez pas, les timeskips sont là. Et sans plus tarder, on commence avec la première lecture de la semaine, qui était le fameux Dr. Stone, tome 14. Donc, Dr. Stone, c'est l'histoire de l'humanité qui a été pétrifiée, paf de même, du jour au lendemain. Senku, 3700 ans plus tard, se réveille et essaie de rebâtir l'humanité scientifiquement. Donc, ça, c'est la prémisse. Dans le tome 14, nos héros essayent encore de trouver le Médusa, la création qui a fait en sorte que l'humanité est devenue pierre, pour la comprendre et tout. On va avoir de plus en plus de réponses, mais on va commencer par secourir nos héros qui sont sous l'eau, les personnages qui sont pas genre Senku, et qui sont sous l'eau en pierre à cause du village dans lequel ils sont, où il y a le harem, où on a des personnages qui sont, donc Gin, qui est là, avec le reste. Et on va voir que c'est pas plus le fun dans le harem-ish. Gin va apprendre une vérité, va finir dans un sale état. Il sera pas tout seul, bien sûr, il va être accompagné de Kohaku dans cette épreuve triste. Ce qui va remotiver nos troupes, par la suite, à essayer de plus en plus à créer un drone pour aller voler le dit module qui sert, le Médusa, qui sert à pétrifier les gens et en comprendre son fonctionnement. Un tome quand même assez passionnant. Pas le meilleur de la série, mais un plus quand même pour lire l'œuvre. Le prochain tome devrait bouger un peu plus, mais le tome 14 était quand même très solide. Donc, c'était une belle lecture. On enchaîne par la suite avec le tome 12 de Degreman. Degreman, c'est l'histoire de Alan qui veut devenir exorciste pour battre le comte millénaire. C'est aussi simple que ça, c'est une petite prémisse de même. Comte millénaire qui transforme les gens en Anakuma, et qui veut voler l'innocence des gens. Donc c'est quand même très biblique un peu, comme façon de penser. Dans le tome 12, on continue le combat de Crowley contre les Jadavi. Ouais, Jadavi. Et on va le voir devenir un utilisateur encore plus intense de son innocence. Il va aller jusqu'à contrôler son propre sang. Pendant que lui, il est enfermé dans un Iron Maiden, il est comme « Mon sang attaque ». C'est cool! C'est stylé pour un vampire. Par la suite, on va enchaîner sur le combat d'Alan contre Tikmik, qu'on voit ici. C'est une très bonne partie, mais étrangement, ce qui me déçoit, c'est ça va trop vite, le combat. Alan finit par juste débloquer une nouvelle arme en mode genre « puissance! » Puis je suis comme, ouais, mais il me semble qu'on n'a pas tout vu ce que Tikmik est capable de faire. Il a déjà réussi à comme tuer Alan, puis là, il... Fait que ça m'a un peu déçu, mais sans plus. C'est pas... Je suis pas encore investi à 100% dans Degreman. Le monde n'arrête pas de me dire de persévérer. J'espère... Je sais pas si vous me dites aussi de persévérer. C'est sûr que je vais continuer, parce que je compte finir toutes les séries que je commence. Mais ça reste que c'est long avant qu'il se passe de quoi, qui n'est pas juste genre archétype Chanel. Bon. Ensuite, j'ai continué avec le tome 5 de Darwin's Game. Darwin's Game, c'est l'histoire d'un jeu sur cellulaire que quand tu réponds à l'invitation et que tu télécharges l'application, tu deviens embarqué dans le Darwin's Game, qui est une compétition pour un espèce de Battle Royale sans être un Battle Royale, parce que quand tu croises un compétiteur, tu fais juste dire genre « je vais te battre », puis là tu te bats contre. Et bien sûr, les gens développent des sigils qui leur servent d'une certaine façon d'évolution, comme le Darwin. Et le sigil peut aller genre faire de la glace, avoir un chien, puis c'est ça.
Oui, avoir un chien. C'est dans ce tome-là. Contrôler les plantes aussi. Dans le tome 5, on continue encore la bataille pour trouver les anneaux. Nos héros vont finir par trouver tous les anneaux et savoir c'est quoi le code caché pour trouver le vrai trésor caché dans Shibuya. Ça brasse beaucoup. On a beaucoup de combats avec les 8, qui sont comme le gang rival ennemi de toute l'humanité entière de ces là. Et notre fleuriste va avoir son gros moment de combat qui est vraiment bien mené. Fleuriste qui est là, qui est déguisé en plante. C'est vraiment un beau combat, c'est bien mené. La fin du combat est aussi très bien menée. Et j'ai été comme un petit peu... Ah, ok. Je m'y attendais pas. Et ensuite, ils vont aller affronter un petit peu les 8, parce que les 8 sont, dont leur chef, sont dans le terminal. Et notre ami Crâne de mort Arme va enclencher le combat. Ça va pas super bien pour lui. Mais étrangement, c'était passionnant comme tome 5. Je suis pas le fan fini des jeux à la Battle Royale Bitum ou King's Game. J'embarque pas tant que ça dans les survival. Mais Darwin's Game a un petit quelque chose qui me rajoute comme... Hein? On dirait que c'est plus pensé que je pensais. Darwin's Game, tome 5. Très belle lecture. On enchaîne avec un autre tome 5. Le tome 5 de Ashita no Joe. C'est quoi l'histoire de Ashita no Joe? Ben, c'est Joe, qui est d'une personne très violente, et qui va finir par rencontrer un ancien maître, un ancien coach de boxe, pendant qu'il est dans son centre de jeunesse de réadaptation. Et il va développer une belle relation avec, pour éventuellement devenir boxeur. Et son but sera de devenir le meilleur boxeur ever. Dans le tome 5, qui est encore une belle brique bien épaisse, son but, c'est d'affronter Rikishi, qui est sa cover, qui était son rival au centre de détention. C'est leur but aux deux. Donc, le tome commence par la fin du combat de Joe contre Wolf. Un combat qui est quand même assez douloureux à regarder pour Joe, qui pisse un petit peu le sang, mais que la stratégie fonctionne. Par la suite, on va avoir un combat de Rikishi pour voir c'est quoi que ça fait son régime. Un combat encore une fois douloureux, mais où il montre sa stratégie contre Joe, pour que Joe fasse genre « Ah, fudge, j'ai pas prévu ça, mais je suis Joe, je suis Assam! » Puis je vais le battre. Donc, c'est cool. Et on va voir l'entraînement surhumain que Rikishi va faire. C'est surtout axé sur lui, parce qu'il va passer de 3 catégories de poids, donc il va perdre vraiment beaucoup de poids au point d'en être squelettique et au risque de la mort en tout moment. Ce qui motive plus Joe, parce que même Rikishi refuse de l'eau, tellement qu'il est dans son régime et concentré. Rikishi a une très belle évolution de personnage dans ce tome. C'est du grandiose, c'est du maître. La fin m'a fait comme un petit... Ça, à peu près. J'en dis pas plus, je veux pas spoiler quand même. Je spoilerai quand je lirai le tome 6, parce que on est passé par-dessus le 5. Mais c'était grandiose, leur combat prend quand même une très belle partie du tome. Et dans ma tête, c'était comme pas assez. Puis surtout que les rondes sont comme... Mais tu sais, tout ça, c'est leur combat ici. Ce qui est beaucoup du tome. Et j'ai vraiment aimé lire Ashita no Joe, tome 5. Ensuite, parlant de bataille et de bagarre, j'ai lu le tome 7 de Tokyo Revenger. Ça a passé comme ça. J'ai rien vu aller. On continue le combat. Takemichi est encore en mode genre faut que je réussisse à sauver Banji. Faut que Banji survive. Et c'est ça son but pendant tout le tome. Et Banji, il agit pas selon les plans non plus. C'est pas tout qui va arriver exactement pareil. Mickey réussit à avoir son moment badass du tome. Tout le monde a comme un petit moment badass où c'est que t'as comme un double spread de je suis badass. L'auteur est vraiment bon pour faire ça. Banji aussi fait une belle tournure sur Kisaki, ce qui est le but, parce que le vrai but, ce serait de tuer Kisaki. C'est juste malade. Mickey va finir par faire une colère sourde.
Et bien sûr, c'est à cause de quoi, Tokyo Revenger? Parce que j'ai comme oublié de le spécifier maintenant. Ben, c'est Takeshi qui vit une petite vie banale de merde, et que du jour au lendemain, il apprend que la fille qui sortait avec lui 12 ans avant est morte dans un accident. Et il se fait pousser en dessous d'un train, et au dernier instant, il se ramasse dans son corps de lui de 12 ans, pour ensuite se rendre compte que quand il a sauvé la vie du frère de la jeune fille dans le passé, ils ont développé un lien que quand il se touche la main, il est retourné soit 12 ans dans le futur, soit 12 ans dans le passé, jour pour jour. Donc son but va être d'arrêter tout ce qui enclenche le décès de la fille et de devenir éventuellement le leader du Tokyo du Toman, pour faire simple. Et c'est là-dessus que le combat contre le Valhalla est censé se terminer, mais je peux pas vous spoiler la fin du tome, c'était grandiose. J'ai eu des petits frissons, j'étais comme wow, ce tome 7, magnifique. Jetez-vous sur Tokyo Revenger. Et pour finir la semaine, j'ai lu un autre tome 7. Pourquoi pas? Le tome 7 de Chainsaw Man, publié par Kazé. Chainsaw Man, c'est l'histoire de quoi? C'est Denji, qu'on voit sa couverture, qui est accablé de dettes à cause de son père décédé. Et il se promène avec son petit chien démon Chainsaw, donc Pochita, qu'on voit partout en fait, c'est Pochita, ici. Et il va se faire tuer et fusionner avec Pochita d'une certaine façon. Pochita va devenir son cœur. Et donc, par le fait même, Denji devient Chainsaw Man, l'homme tronçonneuse. Et va devoir aider le bureau d'enquête à tuer le démon flingue des États-Unis. Dans ce tome, beaucoup de mise en place. On débute un arc, on rencontre plein de nouveaux personnages qui sont là pour tuer Denji. C'est quand même bien mené. C'est sympathique à lire. Et tout d'un coup, l'action redémarre tranquillement. En mode, on présente un peu les compétences encore des persos. Il y en a un qui va finir par prendre la place d'un autre agent. Et se remotiver. C'est intense ce qui se passe. Sans l'être tant que ça. Même Power réussit à avoir son moment en tuant quelqu'un avec un auto involontairement. Pour sauver la vie de Denji involontairement. Et tu sais, Power qui est comme ouais, j'ai réussi, j'ai tué quelqu'un. T'es comme ouais, mais c'était pas le but. Puis par la suite, on a encore de la mise en place tranquillement. Et la dernière partie du tome, c'est l'attaque. À partir de 17 à peu près, il reste à peu près rien. Le Père Noël allemand attaque Denji avec son pouvoir de transformer des gens en marionnettes. C'est une scène. Kwangxi, qui est une autre des méchantes qui est ici, c'est le reverse, aussi attaque. C'est magistral, les planches qu'elle attaque, c'est elle qui attaque, c'est juste genre oh, parce que elle est passée par là, elle a tué tout le monde. Puis tu sais, on la voit passer là, elle est juste genre yo, je suis passé. C'est stylé. Reste à voir où ça va mener. Si je me souviens, ça mène sur de quoi de vraiment épique dans le tome 8. Mais le tome 7 est une belle mise en place, sympathique, mais sans plus. Donc, c'est ça. Donc, c'était Mangan Fun qui vous dit étrangement mon coup de cœur de la semaine va à Ashton Ojo. C'est même pas une surprise en fait. Très, très bon tome. Très long à lire, mais très bon. Et sinon, c'est Mangan Fun qui vous dit on like, on s'abonne, on commente et on continue de build the paix. Ben, la fanbase est de réussir à atteindre 200 abonnés bientôt, j'espère. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!